Aujourd'hui, ça fait clairement partie de la performance de réussir un ravitaillement. Mon attente, c'est de trouver le cerveau que je n'ai plus dans le ravitaillement pour pouvoir répondre aux problématiques que je suis en train de vivre ou à mes besoins. L'assistance sur Ultra Trail, c'est une des spécificités de cette distance qui peut impressionner et c'est pour ça que, comme vous pouvez le voir, on est à Chamonix, on n'est pas dans le studio habituel, on a un petit public, je lui dis bonjour, vous vous entendra pas mais vous êtes là. Donc à l'occasion de la course de quartier de Chamonix, j'ai le plaisir de recevoir les deux personnes qui ont fait de l'assistance tout un art, Alix, Mathieu, comment ça va? Ça va Alix? Bah écoute, ça va super, je suis vraiment très contente d'être là, le spot est ouf et ça permet vraiment de s'imprégner de la vraie belle ambiance de Chamonix pendant cet événement. On est pas mal logé. Et toi, Mathieu, ça va? D'habitude, c'est la grosse pression là, à quelques jours de la course, puisque je cours l'UTMB depuis que j'ai commencé le trail. Mais là, comme on dit, la pression va plutôt la boire cette semaine. Qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté de la barrière? Littéralement, puisque l'UTMB passe juste en bas là. Oui, alors de l'autre côté de la barrière, là, c'est sûr qu'il y a plusieurs rôles cette semaine. Celui de spectateur, celui d'assistance, je suis pas sûr. Est-ce que je dois assister des gens moi cette semaine? Non. Non, bon voilà. Et puis voilà, c'est surtout aussi beaucoup de partage avec les gens qui sont là et puis pas mal aussi de conférences avec les partenaires. Donc ouais, c'est un nouveau rôle cette semaine. On verra à la fin de la semaine, on comptera les cartes restantes. Parfait. En plus de ces deux artistes de l'assistance, je suis toujours accompagné de mon duo de choc, Nico. Ça va Nico? T'as une belle trace de bronzage là. Autant te dire que les cartes restantes, on a déjà pu beaucoup ce lundi soir, puisque j'ai couru la MCC aujourd'hui, c'était beau. Ouais, le Mont Blanc partout là, c'est quand même assez magique de courir avec ce cadre-là. Bon alors l'idée aujourd'hui Nico, avec le peu d'énergie qui te reste, c'est de représenter nos trailers amateurs qui regardent un petit peu l'ultra du coin de l'œil en se disant « Ah peut-être, hein, imagine !» J'en fais un jour, je suis pas à l'abri d'apprendre 2-3 trucs qui pourraient me servir. Même si tu as déjà eu une petite assistance sur un de tes trails. Coucou Eléa, elle est ici. Là, l'année dernière, j'ai fait un 60 bornes, donc ça commence à être assez long pour se faire aider et ça joue beaucoup pour même, on va pas rentrer dans le détail, mais psychologiquement en fait, de voir du monde, ça apporte un boost énorme. À ce moment-là. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler un peu de tout ça, des aspects pratiques, des aspects psychologiques justement et un peu de la réalité du terrain, de qu'est-ce que c'est de faire partie de l'assistance parce qu'on voit souvent le côté en tant qu'athlète, qu'est-ce que ça nous apporte, mais il y a aussi tout l'aspect du côté de la personne qui assiste qui est hyper importante. Pour commencer déjà, je veux faire un petit contexte global un peu sur la vision de l'assistance, le côté un peu historique parce que j'ai l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, qu'il y a une montée assez récente en puissance de l'assistance. Alors, est-ce que c'est lié à la professionnalisation du trail qui est là de plus en plus ou des réseaux sociaux avec justement vos prestations à vous qui impressionnent et donc les gens ont envie aussi de faire ça à leur manière. C'est quoi, vous, un peu votre vision sur l'évolution de l'assistance dans le trail? Alors, d'un point de vue professionnel, mais aussi d'amateur. Alix? Moi, j'ai connu ce milieu assez tardivement parce que ça va faire... peut-être 4 ans que je me suis mis à trottiner dehors. Et ma première assistance auprès de Mathieu, c'était, dis-moi si je me trompe, c'était en 2022? UTMB 2021. 2021? Ouais. Ouais, non, c'est ça, UTMB 2021. Oui, il s'en souvient comme si c'était hier. 2022, ouais, bref. Et puis c'est là, en fait, que moi, j'ai découvert sur le tas. J'étais hyper stressée. Et après, effectivement, j'ai vu... de manière objective, je pense on a été les premiers à se filmer pendant le ravitaillement et sur les autres courses, les autres années, ça a été de plus en plus mis en avant et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, il y a vraiment un push mis là-dessus. Même au niveau médiatique, c'est à celui qui va faire le ravitaillement le plus rapide, même assimilé à des pit stops, un petit peu comme en Formule 1. Et j'ai l'impression que c'est 5 dernières années, pour regrouper, ça a vraiment explosé la mise en avant en fait de ce qu'on appelle un peu péjorativement, je trouve, ces personnes de l'ombre. Ouais. Ok. Pourquoi péjorativement? Parce que de dire qu'on est dans l'ombre, nous, c'est pas ce qu'on ressent en tant qu'assistance. Nous, on a vraiment l'impression de faire partie de la performance. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, c'est que ça fait clairement partie de la performance de réussir un ravitaillement.
Comment est-ce que toi tu vois l'évolution un peu, Mathieu, de la vision qu'on a de l'assistance? Alors, déjà, il faut savoir que l'assistance, c'est quelque chose, c'est sûr qu'on le médiatise un petit peu plus et on en parle au niveau performance, comme tu viens de le dire, en Europe depuis 2-3 ans. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est déjà ultra culturel dans d'autres pays, aux États-Unis. Les courses d'ultra trail les plus vieilles au monde sont américaines. On parle de la Western States, de la Vermont 100, de la Hard Rock. C'est des courses qui sont beaucoup plus vieilles que l'UTMB qui vient de fêter ses 20 ans, je crois, il y a 2 ans. Donc là, on parle d'ultra trail qui ont déjà plus de 50 ans. Et là-bas, moi, pour y être allé plusieurs fois, c'est vraiment culturel. Et l'assistance, c'est même pas une personne, c'est des familles entières, des équipes d'amis qui débarquent, qui mettent des barnums, qui s'installent, qui mettent des barbecues. Et c'est vraiment la fête, en fait. C'est vraiment le trail là-bas est vu comme ça. C'est pas uniquement le coureur qui vient avec son dossard et qui prend du plaisir ou pas sur sa course. Non, c'est vraiment un projet commun. Et puis l'assistance fait partie de la culture américaine depuis toujours, et même le pacing aussi là-bas. Aujourd'hui, on en parle un peu plus de performance, mais voilà, avant le pacing, c'était surtout de passer un bon moment avec le coureur et d'assurer sa sécurité. Maintenant, le côté performance, en fait, moi, c'est vrai que quand je suis arrivé dans l'ultra trail, que j'ai commencé à avoir des ambitions d'ultra performance, j'ai commencé ça super tard. Et puis voilà, quand j'ai fait mes tests de laboratoire et tout, j'ai pas une VO2 de fou. Donc j'ai essayé de trouver des curseurs sur lesquels jouer pour pouvoir battre mes adversaires. Et c'est vrai que j'avais remarqué quand je faisais un petit peu mes stratégies de pacing, notamment sur l'UTMB, je faisais dans mes petits fichiers Excel l'addition, parce qu'on peut le voir quand on rentre et quand on sort dans certains ravitaillements, l'addition du temps passé au ravitaillement du top 5, du top 10, des meilleurs coureurs sur les éditions précédentes. Et je voyais des chiffres assez ahurissants, 30 minutes en cumulé, 1 heure même pour certains. Et je me disais, mais attends, mais si je reste sur les 10 ravitaillements seulement 1 minute, ça fait 10 minutes, ça veut dire que celui qui reste une demi-heure, je lui prends 20 minutes, rien que comme ça, sans avoir à pousser plus que ça. Et puis avec Alix, on avait un petit peu essayé à la maison de voir ce que ça faisait un ravitaillement en 1 minute, changer de flasque, reprendre un GL, pas s'asseoir, et voilà, essayer 2-3 stratégies comme ça. Et c'est comme ça que ça a démarré. Alors je sais pas si après on a inspiré d'autres personnes à le faire, mais c'est sûr qu'aujourd'hui on voit en tout cas d'un point de vue de la performance, les athlètes élites essayent tous de minimiser la durée qui passe dans leur ravitaillement, alors qu'il y a pas si longtemps en arrière, les élites s'asseyaient encore au ravitaillement en bouffant un plat de pâtes, quoi. Donc voilà, ça fait partie de la performance aujourd'hui. Et puis c'est tellement difficile de gagner 1 minute en courant, et c'est tellement facile de la perdre au ravitaillement, que c'est dommage de s'y éterniser. Nico, en tant qu'amateur, Mathieu vient de parler un peu de la perception de l'assistance, en disant que justement elle pouvait être multiple. Toi, comment est-ce que tu vois ça sur une course? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est un confort? Est-ce que c'est indispensable à la performance? Est-ce que c'est culturel? Comment est-ce que toi tu vois ça d'un point de vue amateur? Déjà, le fait que Mathieu et Alix aient popularisé ça amène à se poser la question, à se dire est-ce qu'on pourrait faire la même chose? C'est pas indispensable, clairement on peut se débrouiller sans, et la majeure partie des coureurs font sans assistance, donc dans tous les cas c'est pas une question, c'est pas simple en fait de réaliser une assistance, d'aller à différents endroits, dans tous les cas c'est pas forcément accessible, et peut-être que si 100% du peloton le faisait, ça serait un sacré bordel aussi, donc faut le regarder sous différents aspects, mais moi, j'ai fait les deux. Là, typiquement, aujourd'hui, j'étais en autosuffisance, et en vrai, sur la majeure partie des courses, les ravitaillements sont bien faits. Si t'es pas en mode je vais gagner la course, en fait, tu prends ton temps, tu prends ta petite minute au ravito, tu discutes avec un bénévole, avec un autre athlète, et c'est une expérience qui est très acceptable en tant qu'amateur, en fait, où tu cherches pas à maximiser le détail, mais le jour où tu es en mode je me suis préparé à fond et je veux mettre toutes les chances de mon côté, c'est sûr que si je reprends ma Maxi Race l'année dernière, j'étais content d'avoir Eléa au premier ravitaillement, qui est venu à un ravitaillement intermédiaire aussi, juste pour le petit coup de boost, et après retrouver Elodie au dernier. En fait, j'en parlais tout à l'heure, l'aspect psychologique est important, et même le fait de te dire t'as prévu ça, prends ça. Parce qu'en fait, quand t'es au bout de 5 heures de course, ta stratégie, elle commence un peu à... Tu commences un peu à dire c'est bon, ça va. Mais tu deviens un peu... Tu es moins lucide, et tu oublies ce que tu as prévu. C'est pas forcément conscient à certains moments. Donc, quand tu as quelqu'un, tu lui as dit fais ça, tu t'occupes pas de comment je vais, tu me dis de prendre ça, tu le fais, en fait, tu te poses pas la question.
Ça tombe vachement bien qu'on commence par ce côté-là, parce que moi, alors que c'est pas dans le trail, mais quand les rares expériences que j'ai eues avec de l'assistance, c'était jamais dans un but de performance, c'était juste dans un but de créer du lien. Et en fait, là, 1 an ou même 1 mois après, pour ce qu'il en est, je me dis, ah, c'est super, j'ai vécu un super truc avec des gens, alors que j'ai fait les mêmes distances sans demander rien à personne, juste tout seul. Donc vraiment, c'est possible de faire sans, mais le faire avec... pour moi c'est un luxe, mais même social, quoi, de se dire ah, trop bien, je vais créer un souvenir à plusieurs. Donc on fait bien de commencer par là, parce que certes on va parler de comment optimiser tout ça, mais ce n'est pas qu'une question d'optimisation. Une question très pratique pour commencer, Matt, toi, quelles sont tes attentes en tant que sportif d'abord et puis sportif professionnel ensuite, quand on parle d'assistance? Quand on parle d'assistance, quelles sont mes attentes? Alors moi, c'est vraiment en ce moment au niveau où j'en suis avec ma relation avec le trail, c'est de performer. Peut-être que dans quelques années, quand je serai pas sur viser les meilleures places d'une course, j'aurai une réponse différente. Mais aujourd'hui, mon attente, c'est de faire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de faire des ravitaillements le plus rapidement possible pour perdre le moins de temps possible dans ces ravitaillements. Mais en même temps, voilà, être capable de rien oublier. Parce que souvent, en fait, quand on est vraiment sur des niveaux d'intensité très élevés pendant très longtemps sur ces courses-là, on a un niveau de lucidité qui baisse énormément et parfois on peut avoir des besoins qu'on oublie, et c'est important aussi voilà, d'avoir un second cerveau. Donc mon attente, c'est de trouver le cerveau que je n'ai plus dans le ravitaillement pour pouvoir répondre aux problématiques que je suis en train de vivre ou à mes besoins. Et voilà, donc parmi mes attentes aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de lire par rapport à ce que je vais voilà, montrer sur mon expression corporelle, de visage, ou les quelques mots que je vais transmettre, de trouver qu'est-ce qu'il faut faire, parce que souvent on ne parle pas beaucoup non plus. Donc voilà, de la fermeté, de l'efficacité, de la rapidité, mais sans partir avec des éléments manquants. Tu as parlé de justement quelqu'un qui arrive à te comprendre avec peu de mots. Toi, Alix, ça peut paraître paradoxal de te renvoyer la question, mais en fait si, en tant qu'assistance, qu'est-ce que toi t'attends de Matt pour que ça se passe bien? Des informations très claires. Succinctes, mais claires. Voilà, on a de belles anecdotes vis-à-vis de ça. Mais après, c'est vrai que on a quand même cette chance de bien se connaître. Donc c'est vrai que la façon dont il va communiquer avec son corps, avec ses yeux, je vais clairement comprendre ce qu'il faut. Et puis voilà, le principal, c'est que j'ai des intentions claires. Si t'arrives, est-ce qu'il te faut ça, faut que ça aille très vite. Donc, effectivement, il faut que ça aille droit au but. Et puis, du moment où juste ça, déjà, c'est quali, le ravito, il est réussi. On n'a pas besoin de communiquer pendant des heures ou faire des longues phrases pour savoir ce qu'il veut. Moi, de mon côté, je veux réussir mon ravitaillement. Je veux que mon athlète, il arrive, que toutes les informations soient prises en compte et que le ravitaillement soit réussi, quoi. Donc, est-ce que, imagine mauvaise nouvelle, Nico, vendredi t'es sur l'UTMB. Oula, c'est pour ce qu'il en est jeudi. Est-ce que toi tu te retrouves là-dedans, si jamais on dit demain j'ai besoin d'une assistance, tu te retrouves un peu dans ça? Bah oui, clairement. Enfin, c'est pour ça qu'il faut avoir des gens qui te connaissent dans tous les cas un minimum, parce que je dis un minimum, le plus, le mieux. Mais si t'as quelqu'un qui fait ton assistance et qui juste est là en mode tu veux quoi, en fait, ça va plutôt frustrer l'athlète qui va tomber. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Donc ça, c'est une symbiose qui doit exister avec des gens. Ça peut être de ta famille, ça peut être des gens avec qui tu travailles, des amis proches. Mais en fait, il faut vraiment avoir ça. Et de toute manière, c'est ce que tu viens chercher aussi dans ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas juste, c'est avoir un petit regard, un mot qui va t'emmener dans la bonne direction pour la prochaine partie de course que tu vas affronter. Alors justement, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins prédisposés pour faire une assistance par rapport à d'autres? Je prends par exemple, est-ce que la famille marche mieux que les amis? Est-ce que les amis marchent mieux que... Quels sont les critères d'une bonne assistance? Toi, Mathieu, qui... Oui, effectivement, les personnes qui gravitent le plus proche de nous dans nos quotidiens sont à même de plus nous connaître, mais ça peut paraître paradoxal, c'est pas toujours les meilleures personnes. Faut vraiment, en fait, c'est vraiment une question de gestion des émotions. Tu vois, moi, dans mes premières années, je faisais faire mes ravitaillements à ma famille. J'avais mes parents proches, et je sais que quand quelqu'un est super empathique,
et en fait ressent ce que tu ressens, en fait il va faire un effet miroir. Et ça, c'est très mauvais. Quand tu arrives sur un ravitaillement, que tu es à fleur de peau et que tu es capable de lire tout ce qui se passe autour de toi et que tu vois dans les yeux de ton proche, de tes proches, un parent, un père, une mère, de l'inquiétude, de la peur, du stress, en fait, tu te vois mal dans le miroir. Et ce qui fait que ça fonctionne pas. Donc voilà, ça peut paraître paradoxal, mais oui, un proche, c'est important, mais en même temps qu'il soit capable de prendre sur lui, de faire bouclier et de mettre de côté voilà, son ressenti par rapport à ce qu'il est en train de voir. Et ça, c'est pas toujours facile parce que tu vas arriver cerné avec un genou en sang, avec voilà, un exemple au hasard. Et ce qui fait que si la personne est pas capable de mettre un petit peu de côté son ressenti, ben, ça va pas forcément bien fonctionner. Donc bon, c'est des tests aussi. Voilà, mais c'est sûr qu'en général, les amis ou la famille sont les plus à même de faire ce type de projet. Ça me fait penser à une petite anecdote de Loïc, qui est un des coachs qui répond, si jamais vous utilisez Campus, qui répond à vos questions pour ceux qui en ont, et qui me disait que sur son premier ultra, il s'était fait assister par sa mère. Je sais pas où est-ce qu'il est, et que il n'a plus jamais recommencé parce que justement, arrivé au moment où il avait besoin d'être poussé, sa mère est non mais tu peux t'arrêter, alors que c'était pas particulièrement ce dont il avait besoin. Mais ça peut marcher parce que typiquement l'année dernière, moi, Elodie a fait le dernier ravitaillement, celui où t'es le plus cramé entre guillemets, et je sais plus si c'est toi Mathieu ou Nico Dan qui m'avait donné ça. Il m'a dit oula, si c'est Elodie, tu lui dis de pas réfléchir, d'être en mode machine, tu commences pas à être à regarder. Et en fait elle a pris son rôle à cœur là-dessus, mais bon, j'étais plutôt pas trop mal ce jour-là. Je sais pas comment ça serait passé si j'étais arrivé un peu comme aujourd'hui, mais ouais, c'est quelqu'un comme elle qui est très empathique. Ça a été c'était un truc où on s'est dit il faut que ça soit comme ça et pas autrement, sinon sinon, quand il te reste 20 bornes et que que t'es cramé, en fait, tu dis, ah bah ok, on rentre à la maison. Oh ouais, bah ouais, vas-y, c'est bon, pas de problème. Je vais te citer une des phrases que tu as écrites à l'X, qui est « Plus vous connaissez la personne, plus les mots viendront naturellement ». Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus et puis nous parler un petit peu de ce dont Mathieu a parlé par rapport à la gestion des tensions et des conflits, parce que j'imagine qu'avoir les bons mots quand le terrain est propice au conflit, ça peut être utile. Mais déjà, il y a un travail en amont sur la communication. Le moment de l'assistance va être un moment clé, surtout auprès d'un élite. Et avant même d'être sur le terrain, il faut mettre des choses en place et se dire que en tant qu'assistance, il faut déjà pas prendre à cœur la manière, l'intonation. Et c'est là justement où la limite entre la limite du couple. En plus, nous, on est en couple. Donc, c'est pas parce qu'il me répond sèchement sur un ravitaillement qu'il m'en veut pour quelque chose. Je vais pas me dire, oh là là, il m'a mal répondu. Ah bah, je vais lui faire payer au prochain ravitaillement. Je vais mettre moins de gel dans sa poche. Prochain, il est en hypo. Non. Il faut... Là, quand tu me parles de ça, je pense à un fameux ravitaillement qui a été très fort pour nous à Trian, l'année où il fait deuxième. Je le vois arriver, il tire la corde avec Kylian, ils sont à fond tout le long, ils sont en surchauffe, il a les larmes aux yeux. Si à ce moment-là, et il y avait sa famille autour, tu vois, je les entendais, je les voyais, ils me regardaient avec des yeux, ils étaient catastrophés. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, heureusement que c'est pas eux qui sont à ma place. Et c'est à ce moment-là que je le regarde dans les yeux. Je dis voilà, regarde-moi dans les yeux. Je me suis mis à sa hauteur. Et c'est là que je lui ai dit les choses qu'il avait besoin d'entendre pour aller au bout et pour continuer. C'est pas grâce à moi qu'il va au bout. C'est juste qu'à ce moment-là, il avait besoin que le lien qu'on forme en tant qu'équipe agisse. C'était maintenant qu'on jouait la carte de la team pour aller au bout. Et c'est là, effectivement, c'est pas une sorte de prépa mentale, parce qu'on m'a posé la question, oui, est-ce que vous avez fait de la prépa mentale? Non, avant. C'est que justement, on se connaît bien. Il avait envie d'entendre ça. J'ai choisi les bons mots aussi. Et puis, on est allé au bout. Et juste après... À l'époque, un peu les idées clés que tu lui as transmises à ce moment-là pour le secouer un peu? Il y avait énormément de choses. Mathieu, il jouait dehors avec une personne qu'il a admirée pendant des années, qui était juste le meilleur trailer au monde. Et fallait qu'à la fois il profite, et puis à la fois je sentais dans ses yeux qu'il se sentait pas légitime.
Et là, j'ai appuyé. J'ai dit, mais en fait, regarde autour de toi, tu es en train de jouer à la bagarre avec Kylian Jornet. Maintenant, tu es au bout, fais-toi plaisir et lâche-toi, en fait. Et puis voilà, bon, c'était un peu plus brut, mais voilà, les idées étaient là. Tu donnes une notion qui est importante peut-être pour les gens qui vont réaliser leur première assistance avec leurs proches. Ça fait 5 ans qu'ils vivent l'idylle, ils sont amoureux comme pas possible. C'est possible qu'ils vous parlent un peu sèchement, peut-être pour la première fois depuis que vous êtes ensemble. Bah oui, il faut comprendre que sur le trail, ça peut autant bien se passer que... C'est vrai que les élites, on les voit, ils sont fluides et tout, mais ils mettent leur corps quand même dans une situation où c'est pas la balade du dimanche, quoi. Donc, il se peut que, déjà que physiologiquement, c'est dur. Si en face de toi, tu as une personne qui se met en retrait dès que... Parce qu'effectivement, il faut que ça aille très vite. Donc, des fois, ça peut être... On arrive sur le ravitaillement, Mathieu va juste me dire glace. Il va dire, peux-tu me donner la glace, s'il te plaît? Tu sais, on est là en mode perf et tout. Pour un coureur amateur, je dirais quand même qu'il faut... Ça se tient. Il faut quand même prendre... Il y a une différence entre être sec et manquer de respect. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est qu'on peut communiquer tranquillement, voilà. Et puis, il y a d'autres niveaux où c'est pas la peine, t'es 500e, voilà. C'est pas la peine d'arriver, de dire à ta compagne ou à ton compagnon glace et de se barrer avec la moitié des ravitaillements. Non, il faut quand même jouer comme il faut, quoi. Mais oui, c'est... Comme tu l'as très bien souligné, c'est que voilà, ça n'empêche pas le respect d'aller droit au but. Efficace, tout à fait. Tu prendras ça en compte, Nico, dans tes assistances? Les souvenirs que j'en ai, moi, c'est que j'allais aussi chercher justement une petite... vu que je n'étais pas à la seconde près non plus, une petite discussion, en fait. Alors, la discussion, ça dure peut-être 30 secondes, mais tu as l'impression d'avoir eu un mini-échange. Et en fait, c'est les trucs... Littéralement, c'est les trucs que je retiens le plus de ma course, en fait. Donc, c'est aussi ça que tu vas emmagasiner après comme souvenir. Et ça fait partie de ton expérience. Et pour moi, quand tu vas faire une course, que ça soit positif ou négatif, tu vas te créer des souvenirs, en fait. Mais il faut que ça soit l'un ou l'autre, quoi. Ça doit pas être neutre. Bon, là, j'aurai un souvenir marqué aujourd'hui, mais quand ça se passe bien, en fait, tu retiens ces trucs-là et tu dis ça s'est bien passé aussi parce que dans ces moments-là, j'ai eu ce support et on a eu un petit échange et c'était cool, quoi. Ok. Si je peux juste compléter par rapport à l'anecdote que partageait Alix tout à l'heure à Trian. En fait, ce qui est hyper important aussi en tant qu'assistance, c'est justement d'adopter le discours. En fait, c'est pas toujours le même. Tu vois, moi, par exemple, j'aime bien quand même assez de fermeté, donc plutôt l'assistance militaire. Après, des personnes qui préfèrent d'autres types, mais ça veut pas dire que je veux toujours du militaire. Parfois, il faut aussi de la douceur, parfois, il faut du philosophe. Et c'est vraiment dépendant de la situation, de la course, du moment. Et c'est ça qui est extrêmement difficile aussi pour l'assistance, de ne pas être en mode robot, de toujours se dire, bon, si ce ravito a fonctionné comme ça, avec tel discours, telle position, je vais copier-coller les suivants. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est évolutif. Et il faut prendre des initiatives, en fait. Il faut oser. Et tu vois, moi, récemment, j'ai fait l'assistance aussi à la Western States aux États-Unis d'une coureuse élite, Marianne Hogan. Et je me suis rendu compte que je me suis dit, bon, mais elle est pro, elle va arriver, elle va me dire ce qu'il me faut et je vais le faire. Et en fait, non, pas du tout. Elle arrive comme moi, ce que je me rendais un petit peu moins compte. Elle est complètement satellisée. Elle sait pas trop ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, ce qu'elle a besoin. Il faut littéralement prendre des initiatives, quoi. C'est, je te donne ça, je te prends ça, je te mets telle casquette. Non, je veux pas le chapeau, machin. Je mets le chapeau. C'est, voilà, tu vois, tu prends des initiatives et ça, c'est quelque chose aussi qui rend une assistance de meilleure qualité. Ça fait penser, alors c'est pas sur de l'ultra, mais sur le marathon à Amsterdam. Quand je t'ai récupéré au 35e, je me suis dit, bon, en vrai, on peut aller chasser des minutes. J'avais tout prévu dans ma tête. Là, comme tu dis, le discours militaire, tout était cadré. Et là, je l'ai vu arriver. Je dis, alors là, le pauvre, je vais rien lui dire du tout. Je vais juste courir à côté, mettre une petite tape dans le dos et ça lui suffira. On parle que des réussites ce soir. Alors, en amont de la course, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'assistance pour bien la préparer? Est-ce que ça se base sur des discussions? J'imagine qu'il y a une notion de temps de passage, histoire que la personne, l'assistance, n'attende pas des heures pour rien. À quoi est-ce que vous pensez principalement en amont pour préparer une assistance? Je peux parler de ton magnifique tableau Excel. Ouais, bah après, tu veux pouvoir compléter. Enfin, je sais pas comment tu ressens ce que je te partage, mais en gros, ouais, c'est bon. Aujourd'hui, on est bien rodé, hein, mais effectivement, on a toujours une planification de course, et ça, je pense que c'est valable pour tous les participants de la course, c'est-à-dire d'essayer d'évaluer à peu près à quel moment on sera où.
Et de quoi on aura besoin à ce moment-là. On regarde aussi sur les courses, c'est pas tous les ravitaillements où on a la possibilité d'être assisté, donc on regarde exactement où ils sont. Faut regarder aussi la distance d'un ravitaillement à l'autre, notamment ici autour du Mont Blanc. Parfois, pour aller d'un ravitaillement à l'autre en voiture, c'est beaucoup plus long que le coureur qui va couper par le col finalement. Donc ça, c'est important aussi de regarder sur une application de mapping un petit peu en avant. Combien de temps ça va me prendre moi en voiture pour aller de tel ravitaillement à tel ravitaillement, et puis le coureur aussi. Donc ça, c'est de la planification qu'on regarde. Et ensuite, en fonction des particularités de la course, est-ce qu'il va faire chaud, est-ce qu'il va faire froid, combien de temps je vais avoir avant la prochaine assistance. Ben là, on va vraiment faire un tableau avec à chaque ravitaillement exactement qu'est-ce que j'ai besoin. Est-ce que je vais mettre un t-shirt à manches longues, est-ce que je vais récupérer une veste, combien de gel je vais prendre sur moi pour aller au ravitaillement suivant, est-ce que je vais avoir besoin de changer de chaussures ou pas. Et puis ensuite, elle a son petit tableau avec des cases qui sont écrites tel ravitaillement, telle heure, tel besoin, et puis il y a juste ensuite à réciter, quoi, hein. Enfin, juste. Ça, le temps que tu mets entre deux ravitaillements, j'imagine que tu obtiens ces temps avec l'entraînement aussi, avec le kilométrage, le dénivelé positif, négatif, un peu la technicité vague. Et après, tu te dis, bon, ça, c'est à peu près tant d'heures. Ouais, ben en fait, je regarde. Soit c'est une course que j'ai déjà faite, donc je connais à peu près ce que j'étais capable de faire. Soit aujourd'hui, avec les index, voilà, où on sait à peu près où on se retrouve dans le classement. Voilà, est-ce qu'on est dans le top 10 habituellement, dans le premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. On regarde l'année d'avant ou voire 2-3 années où est le coureur équivalent à nous, et puis ensuite on prend ces temps-là pour faire l'estimer, quoi. Est-ce qu'il y a des choses, parce que tu as parlé de nutrition, ça à la limite, je pense que les gens ils pensent le plus facilement de se dire, bon bah voilà, il va partir sur 4 heures entre deux ravitaillements, il faut qu'il ait tant de grammes de glucides par heure, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses auxquelles on pense pas? Typiquement, tu m'as parlé de vêtements. J'imagine qu'il y a des gens qui pensent pas au fait qu'il faut changer de t-shirt ou des choses comme ça. Ouais, alors en fait, j'ai toujours du spare aussi, même si c'est pas prévu au ravitaillement, il y a toujours du spare de prévu, parce que tu peux aussi très bien tomber et te déchirer de long en large ton t-shirt, tu te retrouves torse nu, bon, c'est désagréable. Tu peux aussi exploser une chaussure, tu rentres dans je sais pas, un truc pointu par terre, elle s'ouvre en deux la chaussure. Voilà, donc c'est toujours avoir aussi du spare. J'ai toujours un bâton de spare aussi, tu peux casser un spare. Ça veut pas dire qu'au ravitaillement, je dis à Alix que je vais partir avec, mais c'est là, c'est disponible. Et si j'arrive et qu'il y a eu un problème sur mon équipement, ben, je suis capable de le changer avec du spare sur place. Alors, je le dis pour ceux, parce que je sais qu'il y en a qui vont faire la course. Vous n'avez pas le droit de donner de bâton, il me semble, au cours de la course. Je le donne quand même pour la course de cette semaine. Alix, enfin, si vous partez avec, tant mieux. Si vous partez sans, voilà. tant pis. C'est ça que je veux dire. Mais il me semble, faudra. Il faut que tu partes avec. Voilà. Si tu peux pas prendre du matériel sur la route. Si tu pars avec les bâtons et que tu casses les bâtons, tu as le droit de remplacer tes bâtons au ravitaillement. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est prendre des bâtons en cours de route si tu n'es pas parti avec, ou les déposer en cours de route. Voilà. Très bon petit point de détail. Est-ce que toi, tu vois d'autres choses? Là, tout à l'heure, tu as parlé de vêtements, manches longues, etc. J'imagine que ça a à voir avec la météo, peut-être avec la nuit qui arrive. Est-ce que s'il y a un ravitaillement avant ou après la nuit, peut-être il y a des choses très particulières auxquelles il faut penser? Bah, il y a quelque chose que les gens pensent pas, c'est qu'ils se disent, ok, j'ai fait une première suée dans la montée, je vais sécher. Ils arrivent en haut, ils attrapent froid. Enfin, ils attrapent, ils ont froid. Et souvent, même juste ils se disent juste, ok, je suis à 100 grammes près, j'ai pas envie de prendre un t-shirt en plus, mais ce t-shirt que tu vas mettre dans ton pochon, au sec, dans ton sac, il peut genre littéralement sauver ta course. Tu prends 15 secondes, tu te mets un t-shirt sec, parce qu'un t-shirt mouillé, on sait à quel point c'est conducteur. T'auras beau mettre toutes les couches par-dessus, du moment où t'es mouillé au-dessous, bah, c'est fini. D'ailleurs, c'est le problème qu'on a, nous, les femmes, aujourd'hui, c'est qu'une brassière mouillée, souvent, tu te la trimbales jusqu'à la finish line, c'est compliqué. Mais voilà, maintenant, il y a des choses à disposition sur l'UTMB pour que les femmes puissent se changer facilement, et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'une petite tenue de rechange, même dans son sac, pas uniquement dans le sac qu'on peut laisser sur la route, dans le fameux drop bag, mais de prévoir du vêtement de change juste pour être au sec et se sentir bien. Des fois, je sais que sur Ultra, à quel point ça peut faire... j'ai fait une course au Québec, le Bromont Ultra, 80 bornes à chaque ravitaillement. J'ai pris le temps de me changer parce qu'il pleuvait des cordes et il y a eu combien de pourcentage d'abandon, c'était terrible. Et puis en fait, ce qui m'a fait aller au bout, c'était juste de prendre le temps au ravitaillement, vêtements secs
et en avant. Et c'est sûr que là, on jouait pas la performance, ça allait pas vite. Mais de se sentir dans des vêtements, puis même juste des vêtements propres, pas de sel, rien, ça peut vraiment changer la course. Je pose une question d'amateur parce que peut-être il y en a qui vont se la poser. Le dossard doit être sur le t-shirt ou sur le haut. Comment est-ce que tu changes d'un point de vue très pratique là? Bah, tu mets un porte-dossard, t'accroches pas ton... Ok. On fait pas de la route, nous, là. On n'a pas le... J'ai vu Nico partir avec ses épingles ce matin, c'est pour ça que je voulais pas te balancer Nico, mais elle était pour toi celle-là. Non, mais sur un format court, oui, tu peux accrocher Oui. le dossard au t-shirt, mais sur un format long, en général, où tu as prévu de te changer, il vaut mieux mettre le dossard sur un porte-dossard parce Ouais. que, effectivement, si t'es éclaté, que tu dois faire les petites épingles la nuit là sur le t-shirt, ça va être compliqué. Ouais. Donc s'il y a une assistance en haut d'un col, grosso modo, là c'est quasiment sûr qu'il y aura besoin de changer des vêtements et vaut mieux le prévoir. Même sans assistance. Ouais. Du moment où dans ton dos, tu as un t-shirt sec qui n'a pas pris l'humidité, prenez le temps aussi, avec ou sans assistance, faites-le. Ça peut vraiment sauver votre course. Est-ce qu'il y a autre chose auquel les gens pensent peu, au-delà de certains vêtements, au-delà de la nutrition? De aussi se dire que on a un plan, mais que le plan peut évoluer. Ça reste des épreuves de longue distance en milieu naturel. Et le milieu naturel, même si on essaye de prévoir, d'avoir des prévisions, ça peut toujours un petit peu évoluer. Donc c'est quand même de garder cette ouverture et cette possible adaptation à plusieurs scénarios. Et ça, c'est important de le visualiser même avant la course, parce que si vraiment on est figé sur un plan ultra carré, quand ça commence à partir à la dérive ou qu'il y a un scénario qui se passe qu'on n'avait pas prévu, ça peut être très compliqué à gérer. Donc voilà, c'est aussi de garder en tête cette possible adaptation qui va arriver sur l'événement. Quel exemple, par exemple, te viennent en tête en fonction de l'état de l'athlète, en fonction de la météo? Ouais. Alix, Moi, j'ai juste un bon exemple, parce que ça peut aussi arriver très tôt. Hein. On parle souvent, oui, j'ai fait une hypo, arrivé en haut. Tu peux très bien faire aussi une chute dans les premiers kilomètres. Je prends l'exemple de Mathieu à Snowdonia. Il part à bloc au 20e kilomètre, une chute dans un milieu très technique. Et puis, on a dû s'adapter. Et moi, en tant qu'assistant, j'ai dû m'adapter. Je pouvais pas lui, familièrement parlant, lui rentrer dans l'arc comme je fais d'habitude, alors que je voyais sur son visage, il courait, la mâchoire serrée. J'étais dans la compassion, mais on va quand même au bout. Hein. C'est notre première course de l'année, on y va, tu vois. Mais ça peut arriver très tôt dans la course. Donc, est-ce qu'il y a des... Nico? Non. Est-ce qu'il y a des questions que tu poses régulièrement ou tu sais que tu vas les poser pour choper des infos assez rapidement? D'ailleurs, j'ai un message à faire passer aux journalistes. On arrête de poser des questions du style... Est-ce que tu es prêt? Tu poses pas la question à ton coureur. Est-ce que ça va? Tu vois de suite à son visage, surtout quand tu es sur un méga ultra. Je sais pas, je prends un 100 miles par exemple, donc 170 km, kilomètre 120, tu vas dire, alors ça va? Le sourire. Et la malle de partout, de la tête jusqu'aux orteils. J'ai plutôt dans ce sens-là. Faut bien sélectionner. Est-ce qu'un coureur, si tu lui demandes de quoi tu as besoin, est-ce qu'il est capable de... Sauf faut juste demander. Ouais. Si tu vois effectivement que tu as un athlète qui arrive et qu'il est zombie, oui, là, il faut rentrer dans la communication. Tu peux pas juste répondre avec des oui, non. Là, tu peux poser des questions juste, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait envie? Plutôt il faut rester généraliste. Est-ce que tu as plutôt envie de sucré? Non, ça passe plus. Ok, est-ce que tu as envie plutôt de salé? Oui. Du solide, du liquide. Et puis là, tu essayes de t'adapter, de trouver, ok, je crois qu'il y a un peu de bouillon là, un peu de bouillon salé. Prends-en un petit peu, adapte-toi. C'est toujours une question d'adaptation. Et chez l'athlète et chez l'assistance aussi. En tant qu'athlète, Matt, est-ce que quand tu arrives sur une assistance, tu as prévu une petite checklist dans ta tête de je sais qu'il n'y aura pas ça, il faut que je lui demande si ou... Oui, alors c'est vrai qu'avant les ravitaillements, en général, les 10 minutes qui précèdent, là, j'essaye de me battre à travers mon peu de lucidité qui reste pour essayer de me dire que je vais aider aussi l'assistance, parce que oui, c'est un deuxième cerveau, mais elle peut pas non plus tout lire et tout comprendre ce qui est en train de se passer. Donc c'est vrai que j'essaye aussi pour de pas lui mettre toute la responsabilité dessus, parce que ça, je trouve que c'est assez égoïste, et je le vois parfois aussi, comme disait tout à l'heure Alix, des athlètes qui vont être durs avec leur assistance et qui vont mettre beaucoup de responsabilités sur leurs épaules. On doit rester quand même super autonome, et il y a encore quelques années, les courses de grande envergure comme l'UTMB se faisaient sans assistance, donc c'est possible. Donc voilà, une petite checklist de quand j'arrive au ravitaillement, je fais mon scan, qu'est-ce que j'ai besoin exactement, quelle information je vais devoir faire passer pour
pour que ça se passe bien. Et puis de toute façon, comme l'a dit Alix, c'est toujours dur. Donc c'est vrai que ça sert à rien de demander si ça va. C'est dur. Par contre, là où l'assistance va devoir jouer un rôle, c'est comment elle va faire pour que ça soit moins dur. Et moi, qu'est-ce que je vais lui partager comme information ou qu'est-ce que je vais faire dans l'information pour moi-même aussi m'autogérer et faire en sorte que ça soit moins dur les prochains kilomètres. Toi, Nico, tout à l'heure, tu nous as dit que ce dont tu te souvenais le plus de tes assistants, c'est aussi les discussions que tu avais eues avec l'assistance sur la course, sur la seule occasion que tu as eue de tester ça. Est-ce que c'est aussi un état d'esprit ou est-ce que ça arrive naturellement où tu te dis j'ai envie de discuter un petit peu là, ça va peut-être me reposer? J'allais rebondir sur un truc, mais c'est pas le bon format du coup. Ce que j'allais te dire qu'en fait, il y en a en trail, mais moi j'utilise aussi ça sur la route. Parce que j'ai des petites flasques pour avoir du liquide et je m'en fais souvent passer 1 voire 2. Et à chaque marathon, j'ai eu un petit peu ça. Et alors, pour le coup, il n'y a pas une discussion, mais il y a juste tu tournes la tête, il y a un regard, un sourire. Et en fait, rien que ça, sur une course, c'est un élément qui joue. Ça marche aussi avec le public qui te fait un sourire, tu le prends. Mais en vrai, quand c'est quelqu'un que tu connais, il y a un petit effet en plus. Et je repense ce marathon de Berlin, ma sœur était là, c'est elle qui me passe la gourde. En fait, c'est un petit côté en plus que ça soit elle qui me l'ait donné, en fait. Et j'ai oublié ta question, mais le fait est que pour moi, l'humain, quel qu'il soit, la connexion humaine te donne de la force quand tu es dans des moments difficiles ou même dans des moments faciles, en fait. T'emmagasines quelque chose qui va te servir plus tard si dans 10 km, t'es moins bien. Ça peut rassurer un petit peu l'assistance parce que s'ils ont peur d'être insuffisant ou de faire une erreur ou quoi que ce soit, de se dire, en fait, rien que le fait que ça soit moi, oui, c'est déjà une force et je suis déjà suffisant moi-même, même si c'est pas aussi efficace qu'Alix et Mathieu dans les vidéos, ça sera déjà suffisant. Juste un sourire, juste être là, une présence. Mais en vrai, pour ceux qui n'ont pas d'assistance, je reviens là-dessus, mais tu peux aussi avoir ça avec, même si c'est pas pareil, avec un bénévole, oui, avec un autre athlète qui vit la même chose que toi. Enfin, il y a des moyens de reproduire un peu ça aussi sans assistance, et c'est ce qu'on doit essayer de faire parce que on est dans un truc dur, mais on le fait pas tout seul. Et en fait, c'est comme ça qu'on va un peu plus loin, un peu plus fort, parce qu'on se rend compte que celui qui est à côté, il n'est pas forcément en meilleure forme. Et quand tu as quelqu'un en face qui passe sa journée, voire sa nuit, là, pour te donner à boire et à manger, en fait, il y a forcément, ils sont pas venus là juste parce qu'il y avait de la lumière, ils sont là parce qu'ils ont envie d'aider, ils vont être contents de te donner un petit sourire, un petit partage. Est-ce que au cours des dernières années, il y a alors peut-être pas des méthodes, mais il y a des petits ustensiles ou des petits outils que vous avez implémentés dans votre assistance qui vous a permis de l'optimiser? Alors que l'optimisation, c'est pas forcément gagner en temps, c'est pas forcément gagner en performance, mais genre, je sais pas, des applis ou des trackers. Vous avez parlé de checklist tout à l'heure. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples de choses qui ont boosté un peu vos assistances au cours des années? Écoute, non, il n'y a pas de grande technologie et puis du coup les entrepreneurs qui nous écoutent, il est temps de développer des applications pour aider les assistances. Non, mais après, moi surtout ce qu'on a développé, je pense, et puis je vais pas parler à la place d'Alix, c'est le confort de l'assistance, parce que souvent ce qu'on voit, c'est que on va vraiment faire le focus sur le coureur, c'est qu'est-ce que tu as besoin pour et à la fin on oublie de demander, mais toi l'assistance, qu'est-ce que tu as besoin? Parce que si ton assistance elle arrive au ravito après une nuit blanche et qu'elle est aussi satellisée que toi, ça fonctionne pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on a mis vraiment en place aussi avec Alix, elle le fait par elle-même, c'est de vraiment se mettre elle aussi dans un confort, avec penser à prendre de la nourriture, penser aussi éventuellement à son sommeil, penser à tous ces trucs-là pour lui faciliter la tâche avec le matériel, une glacière portable sac à dos plutôt que de l'avoir à la portée à la main. Voilà, c'est que des petits trucs. Donc voilà, ce que je dirais avec l'évolution qu'on a eue, c'est de rendre la personne qui assiste de plus en plus confortable. Est-ce que tu as d'autres exemples? Parce qu'en effet, quand on fait une assistance et de surcroît sur des choses plutôt longues, j'imagine qu'on ne dort pas beaucoup. Qu'est-ce qui te sert le plus aujourd'hui pour optimiser ton confort et pour faire en sorte que ça soit moins éreintant que ça ait pu l'être auparavant? La caféine. Il faut faire attention parce que pour la petite anecdote, une année, la première fois que je fais l'assistance de Mathieu, j'étais à la fois stressée et j'étais seule à conduire. Maintenant, en fait, j'ai optimisé pour une deuxième personne avec moi pour qu'on puisse se faire des relais, parce que c'est vrai que ça draine quand même beaucoup d'énergie, surtout que quand on est là et qu'on sent qu'on fait vraiment partie de la performance à leur niveau. J'avais pris trop de caféine et j'étais très stressée. J'arrivais pas, avec mes mains qui bougeaient dans tous les sens, à changer les piles de sa frontale.
il a fallu que il me semblait que c'était à Courmayeur, que je prenne mon temps, que je change tout ça. Mais ouais, c'est des petits trucs, prendre une petite lampe frontale, un petit duvet, des affaires chaudes. Et puis de quoi essayer les micro-siestes pour pas avoir d'accident de la route. C'est ça aussi qui est hyper important, c'est ne pas hésiter à se dire ok, ne pas rester juste à scroller sur l'application pour voir il est où ton coureur. Si tu sais que tu as tant de temps, la première chose que tu dois faire, c'est fermer les yeux, micro-sieste, pour être vraiment lucide sur la route. C'est le plus important de faire attention à ça. C'est peut-être pas plus mal qu'il y ait des navettes aujourd'hui entre les différentes assistances. À 200%. Effectivement, on met souvent ça sur... en tout cas, l'UTMB communique beaucoup sur le volet environnemental, de mettre moins de voitures autour du massif du Mont Blanc, c'est très bien. Mais il y a aussi un énorme avantage, c'est pour les assistances aussi de ne pas rouler après avoir fait une nuit blanche, après avoir été stressé. Surtout que, Alix a la chance en général de faire qu'une nuit blanche, mais il y a d'autres assistances qui doivent faire 2 nuits blanches, en tout cas 2 nuits dehors pour suivre leurs coureurs. Et puis oui, effectivement, ça peut devenir éreintant et puis dangereux de prendre le volant à ce moment-là. Donc le bus aussi a cet avantage, en plus de celui qui est pour environnemental, de protéger aussi la santé de l'assistance. Ouais. Donc le mot d'ordre sur les assistances qui vont durer très longtemps, c'est de dormir dès qu'on en a l'occasion pour pouvoir tenir. À 200%, oui. Est-ce que, alors tu m'as parlé de glacières, tu m'as parlé, est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui qui vous servent en termes d'outils là, très très pratiques? La frontale, je pense que c'est un bon truc parce qu'on peut ne pas y penser en tant qu'assistance. On se dit oui, évidemment, le coureur, il en a besoin pour courir la nuit. Mais nous, pour chercher dans un sac, une petite frontale, c'est vrai que c'est pas mal quand on est en haut d'une montagne qui fait nuit et qu'on n'y voit rien du tout. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est que les ravitaillements sur les courses, c'est pas tout le temps comme à l'UTMB. Il y a des fois, t'arrives, t'as pas de lampe, t'as rien, t'es à même le sol dans l'herbe mouillée. Et oui, effectivement, c'est pas évident. Non, une lampe frontale, des vêtements chauds, parce que nous, en tant qu'assistance, on reste statique. Donc, des vêtements chauds, ça peut faire vraiment la différence aussi au niveau de votre confort, parce que si t'arrives, tu grelottes. Est-ce que tu prends des vêtements de rechange aussi? Parce qu'on a parlé tout à l'heure qu'à partir du moment où les vêtements sont mouillés, on perd de chaleur de fou. T'as des rechanges, toi? Ma tenue de la nuit sur l'UTMB, c'est pas la même qu'en journée, parce que la nuit, il fait super frais dans l'école et en montagne, et puis le lendemain, un cagnard pas possible. Donc évidemment, oui, des tenues de rechange. C'est des tenues plus légères quand il fait chaud, penser à bien s'hydrater, c'est des choses de base. Mais c'est vrai que la lampe frontale, des fois, c'est un peu... faut vraiment pas l'oublier. Vraiment, pour soi en tant qu'assistant, c'est vraiment le truc, je pense, qui me vient comme ça au premier abord. Ouais, quand t'es à l'arrière de la voiture, dans le coffre, à remplir des flasques, si t'as pas de lumière à minuit, c'est compliqué. Ouais. Alors, avant d'avancer un peu plus dans ce podcast et de parler de ce qui nous reste à parler, on va faire un petit interlude, anecdote de la part de Mathieu, pour histoire de recapter notre attention, pour être sûr que les gens aient toutes les infos jusqu'à la fin. Alors, Mathieu, tu nous as préparé 6 anecdotes. Sur les 6 anecdotes, tu vas nous les donner 2 à 2. Et sur les 2, il y en a une qui te concerne et il y en a une autre qui ne te concerne pas, mais qui concerne un autre athlète dont on ne citera pas le nom. Est-ce que j'ai bien résumé? J'ai pas très bien compris, mais... Ok, tu nous lis 2 anecdotes. Il y en a une à toi, une à un autre athlète. Ah oui, j'en fais 2 à chaque fois, ouais. Et on ne pas le nom de l'athlète en question. Pour des raisons qui peut-être seront évidentes une fois qu'on les aura dit. Ok, alors donc là je dis 2 anecdotes, tu une nous dis qui pas me laquelle, concerne. et puis on va après à main levée voir laquelle les gens pensent que c'est toi et laquelle du coup n'est pas de toi. Ok, allez, ça part. Alors du coup, un ou une végétarienne qui arrive à un ravitaillement et sur le ravitaillement, c'est un cochon à la broche qui tourne et il ou elle se fait servir une belle part de cochon à la broche. Ok, première anecdote. Du coup, on va à la son opposée. Un ou une coureuse qui arrive sur un ravitaillement assez festif et qui se fait servir une côte de bœuf avec un verre de vin rouge. Où est-ce que vous faites vos trails? Ça m'intéresse là tout de suite. Je voulais pas m'y mettre, mais là ça commence. On a nos petits... Ok, à main levée, qui pense que l'anecdote 1 est celle de Mathieu? Levez la main. Ok, bon, pour ceux qui sont en podcast, personne n'a levé la main. Je vais quand même le faire. On sait, il y a eu un petit échange qu'ils ont entendu. Ils ont été attentifs avant le début du podcast. Ok, donc levez la main ceux qui pensent que c'est la deuxième. Tout le monde lève la main. Ok. Donc, on t'a servi une petite côte de bœuf. C'était où ça? C'était sur la Transmartinique. La première fois que je participais à cette course. Dernier ravitaillement. J'étais très étonné, mais
On m'avait annoncé au ravitaillement d'avant que j'avais plus d'1 heure d'avance sur le deuxième. Donc je me suis permis de m'arrêter et de déguster. Alors j'ai pas mangé l'intégralité de la côte évidemment, mais de déguster un petit bout et puis de boire un petit coup de vin rouge aussi. Et c'était un privilège parce que c'était ma première année d'ultra trail. C'était la Transmartinique 2017. Et je me suis dit, ah ouais, il est cool ce sport quand même. Je vais continuer. C'est ça qui l'a fait rester. Alors, Transmartinique, Tristan, je suis pas sûr que ça te convienne trop. Transcende Comme ça, mais si fait plus de 18, j'ai l'impression que c'est le cas. J'imagine que ça va pas me m'aller. 2 autres petites anecdotes, Mathieu. Alors, des anecdotes que j'ai vues ou vécues plus récemment. Il faut pas qu'on sache laquelle est toi. Ok. Je répète les règles avant que... Une course où il fait extrêmement chaud et la demande est assez particulière à l'assistance, c'est de ramener une petite piscine pour enfants, de la remplir d'eau et de glace pour pouvoir s'immerger et se refroidir. Et la deuxième anecdote, on va rester sur le thème de la chaleur. Arrivé au ravitaillement, besoin de se rafraîchir. L'athlète demande à son assistance de l'eau pour pouvoir se la balancer sur la tronche et l'assistance ne comprend pas trop si c'est de l'eau pour boire ou pour se rafraîchir et lui donne finalement de l'eau gazeuse et puis l'athlète s'arrose d'eau gazeuse et puis c'était pas dope, c'est pas dope les yeux qui piquent pas là, c'est dope les yeux qui piquent là. D'après vous, qui pense que l'anecdote 1 est celle de Mathieu? Ok, on en a 2 au fond. Et qui pense donc que c'est l'anecdote 2? Tout le reste. Est-ce que c'est le cas, Mathieu? Moi, c'est. Vas-y, redis. Oui, c'est. Est-ce que c'est toi le Oui, c'est lui. Il arrive au ravitaillement à Snowdonia, il commence à faire très très chaud, il veut partir très vite. Et il me dit, lui, dans sa tête, oui, il a chaud. Mais il me dit juste, t'as de l'eau? Moi, je lui tends la bouteille. Et là, je le vois se déverser la bouteille d'eau gazeuse sur la tronche de bon cœur. Et je le regarde et il se frotte les yeux, et puis il repart. Les yeux, ne faites pas ça. Et il repart à fond. Et j'étais là, ok, c'est bon, ça passe. Et grâce à la première anecdote, donc tous ceux qui font l'assistance ce week-end, petite piscine dans le fond du sac, d'après ce que je comprends, ça peut servir. Oui, et d'ailleurs, je pense que c'était sur la Western Stage. Je pense que là, ils sont en train de discuter pour faire évoluer les règlements de course parce qu'il y en a c'est tout mal. qui exagèrent un petit peu. Et puis, c'est même Kylian Jornet qui a fait un post à ce sujet récemment. Alors, je pense pas qu'il a évoqué cette anecdote-là dans son post, mais je sais qu'on en avait parlé après la course et bon, ça l'avait pas énervé, mais ça l'avait touché qu'effectivement, tu arrives sur un ravitaillement, tu as un de tes concurrents qui peut se jeter dans une piscine remplie de glace et toi, tu peux pas le faire. Là, il y a quand même une différence au niveau, tu vois, de l'aide qui est quand même majeure. 2 dernières petites anecdotes, Mathieu? Allez, une petite dernière. Alors là, c'est sur une course à étapes. En général, quand on découvre ces courses-là, on découvre aussi le lyophilisé, donc c'est de la nourriture déshydratée qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser autre que dans ces aventures-là. Et un athlète tout heureux de goûter son tout premier lyophilisé à vie en mode aventure tombe sur un lyophilisé totalement périmé et le mange en se disant que c'est finalement le goût du lyophilisé, c'est un peu dégueu mais ça passe. La deuxième anecdote, un coureur qui arrive sur un ravitaillement et qui a, comme beaucoup d'autres personnes parfois, des grosses irritations dans l'interfessier et qui demande à son assistance de la crème anti-frottement, mais qui peut pas se la fourrer, comme on dit, parce qu'il y a beaucoup de monde autour qui regarde, des caméras et tout. Donc il part avec sa noisette de crème anti-frottement sur le doigt. Pour pouvoir l'utiliser un petit peu plus tard, sauf que ce coureur est suivi par un camrunner. Dommage. L'enfer. Du coup, il trouve pas trop la solution parce qu'il manque de lucidité et finit par trouver une solution assez simple, c'est de dire au camrunner, tu peux tourner la caméra 2 secondes pour que je puisse utiliser ma noisette avec laquelle je cours au bout du doigt depuis 5 km. Alors d'après vous, est-ce que la première anecdote est celle de Mathieu? Ok, on a 3-4 mains qui se lèvent. Oh, un peu plus. Et qui pense que c'est la seconde? On a quand même plus de gens. Mathieu, c'est laquelle? C'est la noisette ou c'est la première?
Alors la première, c'est arrivé à mon petit frère Lucas que j'ai amené au Alf MDS en Jordanie. On a dit qu'on donnait pas de nom. C'est sans frère, c'est la famille, ça va. C'est la famille, ouais. bon. Et donc le pauvre, effectivement, il a découvert le lyophilisé comme ça. Et la deuxième, oui, c'est moi. Et ça m'est arrivé à la Hard Rock, voilà, il y a Ouais. pas si longtemps. Et donc oui, on dit que sur l'UTMB aujourd'hui, il facilite aussi le confort des femmes pour être mieux sur les ravitaillements. Mais pour les gars aussi, parfois, on peut avoir besoin d'un petit rideau pour réaliser quelques tâches complexes. Après cette petite interlude anecdote, j'espère que la prochaine fois que tu viendras, tu nous en ramèneras d'autres. Je veux juste finir sur les aspects plus psychologiques de l'assistance. Là, c'est vrai qu'on a été assez pratique. Alors, on en a quand même assez parlé parce que, en effet, dans les mots qu'on va échanger, ça fait partie intégrante du rôle d'une assistance, la partie soutien moral. La première, on va partir d'un exemple, mais Alix, quel rôle est-ce que toi tu donnes à l'assistance dans les moments difficiles et plus précisément aussi dans la gestion des abandons? Je pense particulièrement à l'UTMB 2024. Quel rôle toi tu donnes à l'assistance dans ces moments vraiment très très difficiles? Bah là, c'est juste être une épaule. Je pense qu'il y a dans ces moments-là, surtout pour un élite qui vient jouer une place, déjà ils arrivent, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des journalistes, c'est que ils s'entraînent toute l'année pour cette course. Il faut arrêter de demander est-ce qu'ils sont prêts. Ils sont prêts et ils ont la pression qui leur appuie sur la tronche pendant des mois. Il y en a, c'est vraiment là une concrète. Ils viennent chercher vraiment quelque chose de fort sur cette UTMB. Et pardon. Est-ce que tu peux me L'abandon, le rôle de l'assistance. Donc du coup, ils arrivent, ils sont prêts, ils ont fait toute une montagne de la course à raison. Et oui, pardon, par rapport à l'abandon, excuse-moi. Et oui, effectivement, et là, en fait, il faut juste... donc, comme je disais, les athlètes, ils mettent vraiment beaucoup de cœur à la tâche. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mots pour se mettre à leur place à ce moment-là. Il faut juste être, en fait, une oreille pour écouter ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à évacuer sur cet abandon. Et puis, des fois, les mots viennent pas tout de suite après, hein. Mathieu, c'est pas venu tout de suite au moment où ça a été d'abord des larmes. Ça a été très fort. Et puis moi, en tant que assistante et en tant que compagne, il faut que je puisse accueillir ça. Faut que je sois une épaule sur laquelle il puisse se reposer. Et puis les mots, il les a pas mis tout de suite sur cet abandon. Oui, il sait pourquoi il a abandonné, mais les émotions étaient si fortes, la pression était si grande. Quand tu arrives, tu fais 3e, 2e, 4e, les gens toute l'année, ils te mettent une tête comme ça. Alors, cette année premier, Mathieu, bonjour, vous êtes prêts? Cette année premier, c'est la gagne cette année? Ben non, en fait, cette année, c'est l'abandon. Et il va falloir le digérer. Et puis, des fois, ça met des années. Et pour certains élites du passé, ça a mis des années. Voilà, c'est très dur. C'est très dur pour l'entourage. Donc là, c'est très fort le mot que je vais employer, mais bon, voilà, ça me connaît, il faut faire le deuil de cette course. Et puis, c'est par les mots, c'est parfois par de la préparation mentale aussi. Puis des fois, c'est juste pas les proches, en fait. Moi, j'ai été là pour l'écouter, mais après, pour que lui, il puisse mettre ses mots, ça a été avec une tierce personne, avec de la préparation mentale, avec d'autres choses, pour essayer justement d'évacuer ça et de se dire, OK, on part pour autre chose après, et puis... Si je dis ça, c'est justement quand on regarde le taux d'abandon sur l'UTMB en lui-même. Alors, j'ai plus le pourcentage, mais il est gigantesque. Quand on le compare à un taux d'abandon sur marathon, par exemple, c'est dérisoire. Donc, il y a des assistances qui vont être qui vont être confrontées à des abandons. Et ce que tu dis, c'est être présent et penser aussi que quand on est soutien, spectateur ou assistance, ça continue aussi une fois que la course est terminée. Oui, c'est exactement ça. Mathieu pourra aussi l'expliquer. C'est que c'est pas juste sur le moment, parce que sur le moment, les mots viennent pas. Ça peut être plus tard aussi. Et il faut être... Moi, je dis toujours, OK, si t'es pas... Je comprends que tu sois pas capable d'en parler maintenant. Je reste à ta disposition. Si tu veux qu'on en parle, je serai là pour t'écouter. Et puis, on trouvera pas de solution. Il y a pas de solution. Mais juste être là pour mettre des mots sur la douleur quand même émotionnelle que c'est d'un abandon.
c'est important d'être à l'écoute. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Mathieu, du rôle qu'a pu jouer ton assistance dans ces moments difficiles? On parle de l'UTMB, mais peut-être dans d'autres par ailleurs. Ouais, bon, après, nous, on a un petit biais parce que on vit ensemble avec Alix, donc le rôle de l'assistance ne s'arrête pas à la ligne d'arrivée et ne commence pas forcément à la ligne de départ. Ça se passe avant, ça se passe après aussi. Et c'est important en fait parce que c'est des projets assez ambitieux à tout niveau, du premier au dernier, de courir de telles distances en montagne. Et c'est hyper important que ces proches finalement comprennent le projet en amont pour pas mettre de pression et pour encourager à aller se lever tôt le matin pour faire toutes nos séances qui sont éreintantes. Et après aussi, que ça soit une réussite ou un échec, c'est hyper important de traverser ce truc-là à plusieurs. Dans l'échec, parce qu'effectivement, on est un peu au fond du gouffre quand on s'est entraîné des mois, et encore une fois, à tout niveau, c'est dur de devoir abandonner ou de ne pas avoir réussi à la hauteur de ses ambitions la course. Et de pouvoir avoir une épaule sur laquelle se reposer, c'est important. Et puis, la réussite aussi, ça se fait à plusieurs. Et voilà, dans tous les cas, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est vraiment d'avoir un petit débrief quoi, après la course pour voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, plutôt que de ce truc que j'aime pas du tout, de bon allez, tourne la page et on passe à autre chose. Non, même quand ça a été dur, on se met la tronche dedans et puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Non, je veux pas tourner la page, au contraire, je veux tirer des leçons de tout ça pour finalement pas reproduire les erreurs ou en tout cas les raisons qui ont fait qu'on en arrive à cet échec la prochaine fois. Faire en sorte que ça compte. Puis tout à l'heure, Alex, tu as parlé du fait que pour les professionnels, c'est tout un enjeu, évidemment, d'un point de vue de carrière. Mais pour des amateurs, Nico, tu t'imagines aujourd'hui, si demain tu veux faire l'UTMB, ça va être tout un parcours du combattant pour aller récolter les stones, les trucs, les machins. Donc, en effet, quand tu es sur la ligne de départ, l'enjeu aussi est gros parce que s'il faut refaire tout le processus pour revenir ici... Ouais, on a parlé plusieurs fois de Loïc aujourd'hui, mais lui, l'année prochaine, il le fera. Il est passé par tout ce truc d'aller faire des courses cette année parce que l'année prochaine, il veut le faire. Donc, en fait, c'est un... Et puis, pour certains, ça prend plus de temps que ça encore parce qu'avant de faire des ultras, il faut déjà passer par différentes cases. Tu me dirais l'année prochaine, je dis non dans tous les cas parce que j'ai pas passé les étapes que je pense importantes. Mais en fait, oui, c'est un processus qu'on soit amateur ou pro. Enfin, si on est dans des choses comme ça qui prennent énormément de temps, d'énergie, c'est que tu as une envie profonde et en fait c'est la douleur est la même si tu le réussis pas. Tu as moins d'enjeux dans ta vie, ça va pas changer ta vie si tu rates ta course, mais intérieurement ça ta psychologie elle s'en fout en fait, que c'est juste t'as pas réussi ce que tu voulais faire, t'as abandonné ou ça s'est mal passé, en fait t'as besoin aussi de faire le deuil. Je trouve le mot il est adapté parce que c'est un peu comme ça qu'on le vit en tant que sportif, et de comprendre pour te dire bon, si j'y retourne, il faut que je fasse différemment pour me dire je mets toutes les chances de mon côté. En tout cas, je prends ça comme une expérience, un apprentissage qui fait que la prochaine fois, je ferai pas les mêmes erreurs. J'en ferai peut-être d'autres parce on continue d'apprendre. Mais au global, je trouve ça hyper intéressant de faire ça sur les choses qui sont mal passées, bien passées. Et les gens qui te suivent, en fait, sont souvent... Alors, ils peuvent pas être à l'intérieur de toi, mais ils peuvent te faire dire des choses que t'aurais pas sorti toi-même en fait en t'enfermant dans une histoire que tu te racontes parfois, parce qu'on est très très bon en tant qu'humain à se raconter des histoires pour se dire ouais bon ok c'est pas ma faute, c'est ce qui arrive, hein. Il y a plein de moments où juste les conditions sont merdiques. Bon, est-ce que c'est 100% de ta faute? Non, ça a été plus dur que ça aurait pu, mais il y a aussi des petites histoires qu'on se raconte pour se complaire un peu et se dire bon allez c'est pas ma faute, c'est pas grave, et la fois d'après tu refais la même chose et du coup t'as rien gagné dans l'histoire quoi. Ça me fait penser à une anecdote alors qui n'est pas en trail en soi mais qui est en sport ultra, une anecdote d'Arnaud Manzanini qui organise la Race Across France, et ça peut être une bonne anecdote pour ceux qui vont faire l'assistance de courses plutôt longues. Alors apparemment c'est plus les hommes qui tombent là-dedans. Vous allez voir pourquoi. C'est de dire qu'à partir du moment où ça va mal, ils sont plus enclins à abandonner tout de suite que de prendre le temps, alors que parfois ils sont hyper loin de la barrière horaire et que s'ils s'arrêtent 2-3 heures, ils font une sieste,
ils changent de t-shirt et les mecs ils sont repartis. Et les hommes apparemment, je prends ces statistiques empiriques, sont beaucoup plus enclins à abandonner vite. Donc si vous faites l'assistance d'un homme de surcroît qui est entêté et têtu, ça vaut le coup de lui dire hey, pose-toi, franchement, t'es très très loin de la barrière horaire, tu peux même te prendre 6 heures, prendre un café, faire un giga sommeil et repartir, et t'auras pas besoin de ce qu'on a dit, de repasser par tout là, parce que c'est ça ton challenge aujourd'hui. Si le but c'est de faire du mieux qu'on peut avec les armes qu'on a du jour, bah s'il faut faire une sieste de 4 heures, on fait une sieste de 4 heures et puis on repart. Donc, Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que convaincre un athlète de ne pas abandonner, c'est lui, enfin s'il peut, si vraiment il est dans la capacité et que c'est juste ouais là je le sens pas, alors qu'en fait toi tu sais que non je te connais par cœur, je vais te remettre dans le bon sens, ça tu vas lui éviter toute une phase derrière qui est encore pire parce que si tu arrêtes alors que tu pouvais, toi tu le sais intérieurement à froid et ça te hante encore plus en fait après. Et alors j'espère que ça va sauver des courses parce que de ce que lui raconte, c'est quasiment impossible, sauf si c'est une assistance de quelqu'un de proche, on en a parlé au début, qui va réussir à trouver les bons mots pour raisonner la personne. S'il n'y a pas une connexion au niveau de l'assistance, c'est impossible de raisonner une personne qui veut abandonner. Donc il y a un enjeu, et peut-être le fait que les gens sachent à l'avance qu'il y a ce trouble cognitif qui peut arriver. Apparemment, les femmes sont beaucoup plus rationnelles et intelligentes de ce point de vue-là. Donc maintenant que vous le savez, faites-en bon usage. Alix, pour terminer sur les aspects psychologiques, on a parlé de cas un peu généraux et j'aimerais bien essayer de rentrer dans des cas concrets si tu veux te prêter à l'exercice. Je te donne un exemple. Tu es à l'assistance, Mathieu arrive et tu vois que par exemple il est au fond du gouffre. Qu'est-ce que toi tu peux lui apporter à ce moment-là pour essayer de faire en sorte qu'il en sorte? Est-ce que tu peux... Ouais, c'est pas des règles, mais voilà, juste essayer de te prêter à l'exercice de dire voilà ce que potentiellement je peux essayer de faire. Déjà, il faut que je définisse s'il est au fond du gouffre physiquement, mentalement ou énergétiquement parlant. Parce que c'est pas la même chose. Tu fais entre les trois. La différence, c'est que s'il arrive et qu'il me dit je suis au plus mal, ça va être des mots, je suis au plus mal, j'arrive pas à manger. Depuis combien de temps t'arrives pas à manger? Tac, tac. Ok, est-ce que c'est plutôt une hypo? Est-ce que je vais pouvoir le requinquer? Ou ok, t'es pas bien. Est-ce que t'as chuté? Oui, non. Est-ce que t'as mal quelque part? Ou est-ce que c'est juste dans la tête? Dans la tête, tu comprends vite. Il va arriver, il va te dire. Bon, ça arrive, c'est jamais arrivé, mais je suis pas dans. Ah, si, c'est arrivé. Je suis pas dans mes temps. Je suis pas dans mes temps, c'est arrivé. Mais il n'était pas au fond du gouffre. Mais voilà, je suis pas dans mes temps. Tac, tac. Et là, en fait, tu t'adaptes et tu recalibres. Donc ça c'est je suis au fond du gouffre, donc là il faut trouver la cause et s'adapter. Si c'est au niveau de l'énergie, on va essayer de le faire manger comme je te disais tout à l'heure. Est-ce que tu veux plutôt quelque chose de sucré, salé? Parce que une des principales causes d'abandon en ultra, c'est les troubles gastriques, donc ça peut venir aussi de là. Donc, une fois que je sais si c'est physiquement et tout, moi, j'ai toujours une armada dans mon sac, un peu de glace si jamais t'as chuté pour le genou, pour ci, là, un petit massage. Bon, après, un petit massage, souvent, ils sont tellement éclatés qu'on peut même pas les toucher. Mais voilà, vite être réactif pour trouver vraiment la source du problème. Juste, j'arrive, je suis rétamée, ça peut être un millier de raisons, comme ça peut être une seule. Ok. Et si jamais, du coup, c'est plus physique, tu m'as dit, là, pour le coup... Je lui dis juste, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, mais attrayant, c'était physique. Les mots qu'il avait étaient durs. Il me regardait, les yeux larmoyants, il me disait, j'ai mal à mon corps. Et je lui ai dit, mais c'est le jeu. J'ai dit, t'es en train de courir avec le meilleur trailer au monde. C'est là que tu réconfortes en étant un peu punchy. Je lui dis, tu dis des mots forts. Je lui dis, mais t'es fort, t'es là où tu dois être. Là, tu joues un peu sur l'ego, etc. C'est là où l'important de connaître la personne vient jouer un rôle primordial. Ça me fait penser à quelque chose, Mathieu, juste dans des moments où c'est difficile, pour toi, une assistance, est-ce que tu peux rester trop longtemps sur un ravitaillement, ou en fait, plus tu y passes de temps, plus c'est difficile de repartir et... Ouais, ça c'est encore une fois... Parce que j'imagine que du coup, il y a un rôle de l'assistance de peut-être timer et de dire, on voit que plus tu passes de temps, moins tu as envie d'y retourner. C'est peut-être le moment de se mettre un coup de fesse. Ça aussi, c'est un énorme paradoxe des sports d'endurance et qui plus est des sports d'ultra-endurance. C'est cette perte de notion de l'espace-temps qui se contracte et qui s'étire. Et c'est vrai que c'est un énorme paradoxe aussi de se dire
en fait, je vais aller au ravitaillement et au plus je vais rester, au plus je vais me requinquer pour repartir plus fort et ça peut faire l'effet inverse en fait. Au plus tu vas rester, au plus ton corps pourrait finalement Se refroidir. se refroidir, voilà, sortir un petit peu de sa course lui aussi. Et puis aussi, c'est au niveau mental. En fait, quand on arrive dans un ravitaillement, c'est comme rentrer un petit peu chez soi, quoi. On a un petit cocon de confort qui mentalement fait beaucoup de bien. Mais justement, là, l'assistance, faut pas non plus qu'elle rajoute trop de couches de confort, de reste là, mets-toi dans une petite chaise avec une petite couverture. Je le vois aussi. Ouais. Si la tête n'a pas vraiment besoin de ça, il vaut mieux éviter de faire ça parce que le temps va s'étirer et puis le redémarrage va être très compliqué. Donc moi aussi, ça c'est quelque chose qu'on planifie avec Alix, et que ce soit la gardienne du temps. C'est pas moi qui lance un chrono sur le moment où je rentre dans le ravitaillement, parce qu'effectivement, je suis comme tout le monde, je suis humain, j'aime ce petit confort et j'ai tendance à essayer de négocier, de gratter quelques secondes de plus parce que je suis bien ici. Mais au bout d'un moment, des fois c'est même physique, quoi. Elle me prend presque comme ça et puis elle me jette dehors. Allez, c'est bon, c'est fait, ton ravitaillement, t'as plus besoin de rien, arrête de t'éterniser ici. Alors c'est sûr qu'il y a un aspect performance pour gagner du temps, mais il y a aussi un aspect pour être mieux sur la suite de course. Au moins je m'éternise, au mieux je vais pouvoir redémarrer derrière parce que le moteur est encore chaud et la tête est encore dans la course, quoi. Alex, qu'est-ce que tu considères comme être trop long? Quand est-ce que tu considères que c'est trop là? Qu'il faut lui mettre une petite tape aux fesses et le pousser? Bah, quand le ravitaillement il a été fait, qu'il a mangé, Il vaque. Ouais, t'as pas le temps de flâner, d'être dans ta bulle. Et surtout si tu vois les concurrents à côté partir. Non, faut que tu partes avant, parce que si ça peut jouer mentalement de partir avant. Imagine, ils arrivent à 2. Mentalement sur l'autre, tu peux vraiment jouer si t'es reparti avant et puis tu repars un peu fort, tu sais. Tu mets une petite douille, mais c'est juste mental parce qu'ils sont autant éclatés l'un que l'autre. Mais oui, voilà, c'est une fois que le ravitaillement a été fait, que l'athlète a bien mangé, qu'il a besoin de rien, et on y va, c'est reparti à fond. On arrive au bout de l'épisode. Nico, je vais te laisser réfléchir à s'il te reste des petites questions en tant qu'amateur que tu voudrais poser à nos deux artistes. Vous, Mathieu, Alix, est-ce que vous voyez d'autres conseils dont on n'aurait pas parlé? Alors, je pense qu'on a été assez exhaustif, mais est-ce que vous auriez un ou deux petits conseils dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui et qui resteraient? Au pire, c'est pas très grave, on refera un épisode, vous aurez l'occasion d'en reparler. Mais est-ce que vous voyez quelque chose ou on a fait plutôt le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est plus d'un point de vue globalement philosophique. On l'a un petit peu introduit tout à l'heure au début de la discussion. L'assistance est nouveau, pas nouveau. Est-ce qu'il faut le faire, pas le faire? Et quand j'entends un des arguments qui est principalement d'avoir de l'aide mentale, c'est vrai. Je pense que l'aide mentale, elle n'est pas obligatoirement faisable dans le ravito, dans l'assistance. Elle peut se faire aussi sur le bord d'un chemin. Donc quelqu'un qui est capable de se gérer, qui n'a pas des ambitions majeures autres que celle d'être finisher de la course. Je pense aussi qu'on peut aussi prendre un pas de recul et se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire vivre une nuit blanche à quelqu'un, de lui mettre du stress, aller à droite à gauche? Voilà, c'est quelque chose qui est pas obligatoire. Les ravitaillements aujourd'hui sont très très bien fournis. Les bénévoles en général sont super contents de nous aider. Ils sont là pour ça. Donc voilà, c'est quelque chose aussi. Voilà, bon, après je peux pas cracher dans la soupe, je l'utilise parce que moi j'utilise en termes que performance et je sais que ça peut aussi inspirer des personnes, mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment important de se dire que la réussite de mon projet ne dépend pas de l'assistance, quoi. Voilà, on peut très bien faire des courses. J'en ai fait énormément aussi dans ma maigre carrière, des courses avec zéro assistance, ça s'est très très bien passé. Et voilà, on peut aller chercher cette aide mentale sur le bord des sentiers sans mettre quelqu'un dans le ravitaillement à devoir gérer tous ces petits trucs. Oui, tu fais bien de le dire, parce que s'il n'y a pas d'assistance, là, typiquement sur la course qui nous intéresse cette semaine, il y a des drop bags qui peuvent être récupérés à partir du moment où la course est assez longue, à milieu de parcours à peu près, où on peut mettre, parce qu'on a dit précédemment, de la nutrition, des vêtements propres, une paire de chaussures ou quoi que ce soit. Tout est super bien organisé pour pouvoir faire la course seul. Il y a des toilettes, il y a des bénévoles, il y a de la nourriture
en masse, il y a de l'eau, il y a des drop bags, donc des sacs dans lesquels on peut déposer des chaussures, des affaires de rechange. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en tête. Mais en tout cas, pour conclure cet épisode, je trouve que tu fais bien de rappeler quelque chose dont on a discuté. Et c'est moi peut-être ce que je garderai de cet épisode, de dire que l'assistance, qu'elle soit bien faite, pas faite, qu'elle traverse le Mont Blanc pour aller de l'autre bout ou pas, le principal, c'est d'être présent. Et parfois, ça suffit. Et c'est peut-être le principal. Ouais, c'est... Ouais. Ça vous va comme mot de la fin? Ouais, c'est parfait. Alors, j'ai demandé à Nico s'il avait des questions, mais peut-être que vous, il vous reste des questions. On a fini l'épisode, mais on va quand même prendre vos petites questions si jamais il vous en reste. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on a tout vu? Toi qui fais la CCC d'ici quelques jours, est-ce que là, ton plan est nickel? C'est bon pour toi? Sur tout ce qui est trajet, ravitaillement, est-ce que vous avez des insights sur cette course particulière? Si vous savez que tout à l'heure tu m'as dit que parfois en voiture tu n'avais pas le temps d'aller d'un point à l'autre, j'imagine que les navettes sont bien timées pour faire en sorte que tout le monde y arrive sur cette course? Aujourd'hui, oui, il y a les élites qui ont accès à des passes mobilité voiture parce qu'en fait, ils sont tellement rapides maintenant que nous, si on prend le premier bus, en fait, on loupe le ravitaillement de la tête de course. Mais si on a pris en amont son pass UTMB Mobility, les bus tournent bien. Et non, c'est vraiment un système bien monté et normalement, il y aura pas de souci de timing, à moins que l'athlète soit vraiment en avance sur ses temps de course. Devrait pas y avoir de souci, surtout si c'est la CCC. Pas surtout, mais si c'est la CCC, il y a plus de flux sur l'UTMB parce que beaucoup plus de monde, vraiment une poussée médiatique très intense. Donc plus sur l'UTMB que la CCC. Donc je me fais pas de soucis à ce niveau-là. C'est bon pour toi? Mais j'ai le droit d'avoir été exhaustif. Hein, c'est pas. Je prends ça comme un compliment. Ok, bah écoutez, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour le futur. Toi, Alix aussi, hein, de ton côté, puisque tu n'es pas en reste d'un point de vue trucs longs qui font mal dans la montagne. Merci beaucoup. Et puis Nico, bah écoute, je te souhaite rien du tout, mais si jamais un jour tu as envie de t'y mettre, tu as toutes les infos. On aura l'occasion de vous y mettre. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, ça, tu me balances ça. Mettre. Yes, allez, fin de l'épisode. On ferme.